un public très masculin encore un peu trop, mais je vois quelques femmes, donc il y a encore de l'espoir. Nous allons vous présenter donc une démonstration sur une attaque contre les VIP et les key people des entreprises. Donc je serai accompagnée de Fabrice, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Fabrice Litez. Je suis analyste chez Anotherway depuis un petit peu moins de 2 ans maintenant. Je suis issu des rangs de la gendarmerie où j'ai passé une trentaine d'années, où j'étais spécialisé en criminalité financière et en cybercriminalité. Et donc, je suis Nathalie Granier. Donc, moi, je travaille sur la threat intelligence, donc tout ce qui est menace, renseignement sur la menace. Et j'ai le défaut d'être psychologue. Donc, on travaille tous les deux pour la société Anotherway. Je ne sais pas si vous connaissez, nous avons eu le prix du FIC. Peut-être ça aide pour mieux connaître. Donc, notre mission, c'est de protéger les entreprises, les personnes face aux risques cyber qui exploitent les vulnérabilités humaines. Qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité humaine? Ce sont des données que vous voyez affichées sur le slide. Donc, ce sont des identifiants numériques, des identifiants de contact. Toutes ces données-là, on les retrouve en OSINT, donc en source ouverte, sur le Deep Web, le Clear Web, les réseaux sociaux, les bases de données liquées et le Dark Web. Alors, ces informations, bien souvent, la première chose que l'on nous dit, bon, c'est facile, mon nom, mon prénom, mon adresse mail, vous l'avez facilement sur LinkedIn. C'est pas une grande nouvelle, sauf que, mis bout à bout, toutes ces informations vont faire que le puzzle va se constituer et on va pouvoir créer un profil psychologique sur lequel on va s'appuyer. Donc ça, c'est la première particularité. Et donc, ces éléments-là vont permettre aux pirates, donc aux cybercriminels, de l'exploiter pour faire de l'espionnage industriel, pour faire des fraudes, pour faire de l'usurpation d'identité, etc. Il faut savoir qu'une personne sur 5 en France est victime d'usurpation d'identité. Ça veut dire que mathématiquement ici, potentiellement, mathématiquement, il y a une personne qui est victime d'usurpation d'identité et vous le savez peut-être même pas. C'est-à-dire que vous le saurez quand votre compte en banque sera légèrement déficitaire, peut-être, parce que je ne vous souhaite pas. Et donc, on va vous expliquer à travers une démonstration d'ingénierie sociale comment faire pour être un peu plus vigilant par rapport à vos données personnelles. Donc, Fabrice n'a pas de suite à capuche, mais ça sera notre pirate informatique. Et moi, je serai la petite voix off qui va essayer de vous expliquer les attaques qui vont être les techniques d'attaque et notamment de la manipulation psychologique qui va être mise en place par Fabrice. Donc, on va commencer. Notre victime, ça sera WizCase, donc une société que le pirate a décidé d'attaquer. Et pour cela, il va faire une phase de reconnaissance. Donc, il va faire du repérage dans un premier temps. Ça va prendre du temps, mais il va choisir sa cible, mais certainement pas au hasard. Donc, il y a une reconnaissance active et une reconnaissance passive. Donc en fait, depuis un simple moteur de recherche, n'importe lequel, celui que vous utilisez tous les jours, je vais simplement faire une requête concernant la société WizCase. Et dans les résultats de recherche, je ne vais retenir qu'une information, pour commencer, un profil d'un réseau social professionnel, celui de Marc, qui a la particularité de faire partie de la sphère financière. Comme j'ai envie de me faire de l'argent, c'est quand même bien de m'adresser directement à celui qui tient les cordons de la bourse. Donc la cible a été choisie intentionnellement. Et donc, comme l'a dit Fabrice, il est issu du service financier. Il a très certainement des données qui vont nous intéresser. Alors, en parallèle des recherches classiques depuis le moteur de recherche, au préalable, je suis allé chercher différentes informations sur des forums spécialisés, sur le Darknet, typiquement des données fuitées, issues de fuites de données. Je me suis basé sur le pattern habituellement utilisé en entreprise concernant l'adresse email, puisque ce pattern, il est à peu près toujours le même. C'est à peu près toujours les mêmes qui sont utilisés, donc c'est pas très compliqué à reconstituer. Et dans ces données, je dispose d'une adresse email en wizcase.com, donc une adresse mail professionnelle avec 2 mots de passe qui y sont associés. Donc, comme j'ai une adresse mail et des mots de passe, je vais tester la connexion sur le réseau social professionnel que j'avais repéré tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, effectivement, même si ça fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, c'est pas très grave, puisque dans les résultats de recherche, j'avais récupéré
l'identifiant unique attribué à l'utilisateur de ce réseau social, en l'occurrence Marc, et avec cet identifiant, je vais pouvoir faire de nouvelles recherches qui vont me permettre de trouver une adresse email personnelle et d'autres mots de passe. Ici, les mots de passe. Donc en fait, avec ces différentes combinaisons, avec ces différents éléments, login, mot de passe, les différentes adresses email et les mots de passe dont je dispose, je vais pouvoir faire des tests jusqu'à réussir à pénétrer sur le profil du réseau social professionnel de Marc. Et là, je suis connecté comme lui le serait. Donc en clair, j'ai piraté son compte. Et j'ai la main complète sur l'intégralité de son compte, sur tout son contenu. Donc là, en fait, il ne fait que consulter, de regarder quelles sont les communications, avec qui il a communiqué, qu'est-ce qu'il a communiqué. On va dire que ça en reste là, entre guillemets. Mais il aurait très bien pu prendre la main sur son profil, parler en son nom, entacher sa réputation, voire son organisation. Donc ça pourrait aller même au-delà que juste de la récupération d'informations. Quand je poursuis la consultation de ce profil professionnel, je vais pouvoir aussi accéder à la messagerie. Messagerie qui, pour le coup, m'apparaît intéressante puisque je vais tomber sur une conversation avec une collaboratrice de Wisecase, Megan, conversation au cours de laquelle il est question, outre un plan social et un projet d'emprunt, il est aussi question d'un disponible d'1,2 million en trésorerie. Je vous rappelle, mon objectif, c'est me faire de l'argent. Donc, moi, le pirate, je sais déjà jusqu'à combien je vais pouvoir négocier l'escroquerie que je vais mener. Je sais déjà que je peux purger l'entreprise d'1,2 million. Donc là, le pirate continue sa reconnaissance. Il va récupérer une information d'actualité de l'entreprise. Là, il s'agit d'un plan social. Ça pourrait être une fusion, une acquisition. La plupart des attaques se basent sur une actualité d'entreprise parce qu'il va contextualiser potentiellement son mail de phishing. On parle de biais de cadrage, c'est-à-dire qu'il va récupérer des informations qui vont lui être utiles et ils vont en mettre volontairement de côté d'autres. Alors souvenez-vous, dans mes précédents résultats de recherche, j'ai trouvé un numéro de téléphone mobile, une adresse mail en ProtonMail et un autre mot de passe issu d'un site de ransomware. Donc sur la base de ces éléments, de ce numéro de téléphone, je vais faire de nouvelles recherches qui m'amènent vers de nouveaux résultats. En l'occurrence, une fuite de données issue du piratage d'un laboratoire d'analyse médicale et je vais récupérer numéro de sécurité sociale, date de naissance, ID Facebook, adresse postale, etc., etc. Je vais récupérer d'autres informations. Une fois que j'ai obtenu ces renseignements, je vais pouvoir élaborer un premier scénario de phishing par SMS, basé notamment sur la fuite de données à caractère médical, SMS dans lequel, bien évidemment, je vais glisser un lien piégé en espérant que Marc clique dessus depuis son device pro, bien évidemment. Donc là, nous sommes dans la phase 2 de la kill chain. Si ça vous parle, la kill chain, ce sont les différentes étapes qui vont être appliquées par un attaquant pour aboutir à son objectif. Donc là, la phase 2, on parle de militarisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a pris toutes les informations, eh ben, il va utiliser ces informations pour aiguiser son arme, on va dire. Donc là, en l'occurrence, c'est du phishing via un SMS et on parle de smishing. Je reviens à mes précédents résultats de recherche. Souvenez-vous, j'avais un ID Facebook. Cet ID, il est très pratique puisque en fait, peu importe le nom avec lequel Marc va être enregistré sur ce réseau social personnel, ça pourrait être son vrai nom, ça pourrait être un pseudo, ça pourrait être n'importe quoi, qui ne me permettent pas de le retrouver en requêtant le réseau social de façon classique. J'ai son ID, il me suffit de le rentrer dans l'URL de Facebook et je vais pouvoir accéder à son compte. Là, l'idée n'est absolument pas de pirater son compte Facebook, mais juste de le consulter pour en savoir un petit peu plus concernant Marc, sur ses habitudes, ses centres d'intérêt, ses amis, etc. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'information sur laquelle, parmi ses amis, il a une prénommée Léa, avec laquelle il partage le goût de la montagne et celui du ski. Ces éléments vont me permettre d'élaborer un deuxième phishing. Je vais utiliser pour ça une plateforme disponible en ligne qui permet d'usurper le nom de n'importe qui très facilement.
et d'envoyer un mail à Marc qui proviendrait en apparence de Léa. Je le contextualise sur un séjour au ski ou sur autre chose si le centre d'intérêt est différent. L'objectif, c'est d'amener Marc à consulter le lien piégé figurant dans le mail. Donc là, Fabrice va faire en sorte de créer de la confiance. Il faut que tous les verrous de vigilance sautent. Et il n'y a pas mieux que d'utiliser son ami. On est sur la proximité entre la menace et soi. Plus on est proche de soi et plus ça fonctionne. Si le risque va concerner l'entreprise, vous êtes peut-être moins concerné, ça vous touche moins. Si ça touche votre patrimoine, ça touche vos enfants, je pense que vous allez être très certainement plus attentif. Et donc là, il se fait passer pour Léa, donc son amie, et en cybersécurité, on appelle ça du prétexting. Donc c'est un faux semblant, c'est se faire passer pour quelqu'un. Il aurait pu se faire passer pour une instance gouvernementale, pour les impôts. Ça, c'est régulièrement, vous devez recevoir ce type de mail, parce que ces instances ont une certaine légitimité. Vous allez avoir confiance et vous allez recliquer. Alors un peu moins maintenant, parce qu'on commence à être sensibilisé, mais les attaquants sont extrêmement forts et vont développer encore de l'ingénierie sociale plus poussée, en touchant sur vos failles, sur des biais cognitifs que nous avons tous. Alors bien évidemment, je ne vais pas me contenter de ce peu d'informations concernant Marc. Je vais tenter d'en savoir un petit peu plus sur lui. Et je retourne donc dans mes précédents résultats de recherche concernant notamment son adresse ProtonMail. Je vais trouver un pseudo qu'il utilise notamment sur un forum du Darknet. Donc bien évidemment, je vais aller sur ce forum, voir ce qu'on y trouve. Et là, je vais trouver un petit peu de tout. Des moyens de paiement, des cartes bancaires, des visas, des Mastercard, etc. Et même des crypto-monnaies. Donc suffisamment d'outils en tout cas pour me convaincre de poursuivre mes activités à but financier. Donc ça c'est, si on parle technique là encore, ça s'appelle des PII, ce sont des informations d'identification personnelle. Ce sont des informations qui sont propres, qui sont uniques, comme son nom l'indique, et qui vous concernent. Ces informations-là, on va les trouver facilement, soit gratuitement, soit une somme maudite. Donc du coup, c'est la clé d'entrée aussi pour Fabrice. Alors bien évidemment, ces informations n'ont de sens que si elles servent, et bien évidemment, je vais les réutiliser pour faire un nouveau phishing, via Telegram cette fois, que je vais envoyer à Marc sous son pseudo, directement, avec de nouveau un lien piégé, pour soit récupérer de la donnée complémentaire, soit déployer une charge virale sur le device depuis lequel il se sera connecté. Mais je reviens à mes précédents résultats de recherche. On peut voir que certaines des données auxquelles j'ai pu accéder proviennent de la diffusion de données volées à la suite d'une attaque par ransomware d'un prestataire IT. Donc là, il s'attaque à la chaîne logistique. 62% des intrusions se font par votre client, votre fournisseur. Donc c'est des attaques de supply chain, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Et donc là, Fabrice, il va faire des pivots. On appelle ça pivoter en cyber, c'est-à-dire qu'il va récupérer une information et va faire des sauts de puce. Il va récupérer d'autres informations, il va tirer la bobine de fil et il va créer les petits liens rouges qu'on voit dans les séries Netflix sur les murs, une photo, et il récupère d'autres informations qui vont l'aider à contextualiser encore son attaque. Donc là, je vais me rendre sur le site vitrine du groupe ransomware que j'ai identifié, qui, par chance, je lance juste après une petite vidéo, affiche plein de fichiers, plein de répertoires qui contiennent bien évidemment beaucoup de données, beaucoup d'informations. Je vais notamment y trouver un dossier WiseCase dans lequel figure un fichier qui me semble particulièrement intéressant puisque c'est un fichier Excel, tout simple, dans lequel je vais trouver des logins mots de passe VPN. Bien pratique pour conduire de nouvelles attaques. Hop là. Voilà. Donc je retourne à mes précédents résultats de recherche pour obtenir des informations quant aux autres salariés de WiseCase. Parce que Marc, c'est bien joli, mais je voudrais bien en savoir un petit peu plus, trouver d'autres informations concernant des collaborateurs de l'entreprise. Et en plus des renseignements tels que des mots de passe ou des pseudos, je vais découvrir une nouvelle information que je n'avais pas jusqu'ici, c'est l'adresse professionnelle de Mégane Salançon. Souvenez-vous, la collaboratrice avec laquelle Marc discute sur le réseau social professionnel auquel j'ai pu accéder tout à l'heure.
Donc je récupère son email professionnel, pardon, et un mot de passe professionnel aussi, que je pourrais éventuellement tester pour me rendre dans le SI de Wisecase. Donc là, je vais repartir sur le profil du réseau social pro de Marc. J'ai pas besoin de chercher le profil de Mégane, puisque j'ai juste à cliquer sur son nom pour accéder directement à son profil. Là, encore une fois, l'idée n'est absolument pas de prendre la main, de pirater son compte, mais juste de récupérer de l'info la concernant. Et parmi les infos qui m'intéressent, c'est notamment son ID, puisque l'ID, on va pouvoir le trouver dans le code source de la page. Et cet ID, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on le trouvait régulièrement dans les bases de données fuitées. Et avec cet ID, hop là, hop, on vous explique comment aller chercher l'ID. Au moins, on vous montre comment aller le chercher quand il est dispo. Et avec des interrogations dans les bases de données fuitées, en partant de cet ID, je vais récupérer d'autres informations. Et là, en l'occurrence, je vais récupérer une adresse email personnelle. En yahoo.com. Donc, si je poursuis mes recherches sur la base de cet email, je vais trouver deux nouveaux mots de passe, dont l'un est identique à celui que Mégane utilise avec son adresse mail professionnelle, et le deuxième qui en partage la même racine, via là. Je vais même trouver un pseudo. Un pseudo, c'est toujours intéressant pour faire de nouvelles requêtes, pour rechercher des informations concernant n'importe quel usager, puisque beaucoup de gens s'enregistrent sur des réseaux sociaux, plus privés cette fois, via ce pseudo. Tac. Alors, s'agissant d'une adresse mail professionnelle, on pourrait imaginer, et vous allez bien comprendre, que cette adresse email est utilisée sur des sites de e-commerce, par exemple. Je vous rappelle qu'on a des mots de passe. Donc, qu'est-ce qui m'empêcherait de tenter de pénétrer sur des comptes de réseau, des comptes de e-commerce sur une plateforme quelconque? Si les logins mots de passe fonctionnent, je vais pouvoir prendre la main sur les comptes de e-commerce de Mégane, en consulter tout le contenu, récupérer toutes ces informations personnelles, numéro de téléphone, adresse email, adresse postale, et même ses moyens de paiement. Les historiques de commande, la totale. Donc, ça permet de pénétrer encore plus dans l'intimité des gens. Je vais poursuivre ma navigation sur le Darknet à la recherche des informations RH qui ont fuité. Donc là, je vais de nouveau aller sur le site vitrine d'un groupe ransomware, depuis lequel je vais pouvoir télécharger facilement et gratuitement l'intégralité des données que les pirates proposent. Je vais juste revenir en arrière quelques secondes et avancer la vidéo. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Et en fait, dans les données que je vais récupérer, dans les fichiers, je vais récupérer plein de documents particulièrement intéressants, puisque je vais pouvoir récupérer, si ça veut bien fonctionner, voilà, il faut que je reste dessus en fait. Je vais pouvoir récupérer des attestations de droit de la Sécu avec un numéro de sécurité sociale. Je vais pouvoir récupérer un justificatif de domicile, une pièce d'identité, un scan recto verso, voire directement une photographie du document d'identité, ce qui permet d'en garantir l'authenticité. Et en fait, tout un tas de documents très personnels qui me permettent d'identifier plus formellement et d'obtenir plein de renseignements plus intéressants les uns que les autres concernant Mégane. Je vais même récupérer son RIB. Et à partir de son RIB, je vais pouvoir identifier la banque auprès de laquelle elle est enregistrée, auprès de laquelle elle dispose de son compte bancaire, ou au moins l'un de ses comptes bancaires. Puisque dans le RIB figure le code banque et également le code agence. Quand on a soit le RIB, soit le numéro du compte au format IBAN, on peut récupérer ces informations-là. Donc là, je pourrais très bien imaginer que
j'ai la possibilité de prendre la main sur son compte bancaire. Donc, je vais simplement aller sur le portail de la banque et suivre le formulaire de réinitialisation de son mot de passe ou au moins de récupération de son identifiant. Donc, j'ai juste à suivre en fait le formulaire en question que je vais pouvoir compléter très facilement parce que je vous rappelle que j'ai son IBAN. Donc, peu importe le format que j'ai besoin de rentrer concernant son numéro de compte, IBAN ou RIB, peu importe. J'ai son document d'identité, j'ai un justificatif de domicile avec sans doute une adresse actualisée par rapport à celle qui figure au verso de sa carte d'identité. Donc, en fait, j'ai absolument toutes les informations que le formulaire en ligne me demande. Et une fois que j'ai rempli toutes les cases, le site de la banque me renvoie l'identifiant en clair. Et je vous rappelle que j'ai suffisamment d'informations pour continuer ma démarche, entrer l'identifiant et tenter de pénétrer sur son compte. Et une fois que j'ai réussi à pénétrer sur son compte, bien évidemment, je vais les vider, parce que je suis là pour ça, je vous rappelle. Et ensuite, je vais pouvoir lui envoyer un petit mail bien sympathique en lui disant que j'ai vidé ses comptes. Je vais mettre suffisamment d'éléments de contexte pour la convaincre que je suis bien celui que je prétends être, que j'en sais suffisamment peu sur elle, et que je veux absolument qu'elle agisse comme je l'ai décidé, et pas comme elle aurait pensé le faire. Donc là, on est sur une attaque de phishing spécifique. Donc il a identifié sa cible et on parle de spear phishing. Et en gros, le pirate va vous faire rentrer dans un jeu auquel lui seul a les règles. C'est-à-dire, souvent on parle en psychologie d'un triangle, le triangle de Karpman, c'est-à-dire que soit il va être la victime, soit il va être le persécuteur, soit il va être le sauveteur. En l'occurrence, là, Fabrice, il n'est pas forcément victime, mais il est plutôt persécuteur. Et il va utiliser deux leviers qu'on commence à connaître maintenant, qui est l'urgence et la peur, mais il pourrait utiliser bien d'autres biais cognitifs que vous connaissez certainement un peu moins, parce qu'il y en a 200 des biais cognitifs, vous les connaissez pas tous, eux ils les connaissent parfaitement et ils savent où appuyer. Là on va dire que c'est un spear phishing un peu facile, entre guillemets, c'est pour la démonstration, mais sachez que voilà, ils peuvent aller chercher quelque chose de beaucoup plus pointu et où tout le monde peut se faire avoir malheureusement. Donc là, si on continue, on va pouvoir, on a vu, Fabrice a accès à votre compte en banque. Et souvent, si vous avez souscrit un prêt immobilier, si vous avez ouvert tout simplement un compte en banque, il est facile pour le pirate d'aller récupérer des données qui sont sur ce compte en banque. Donc vous allez retrouver des informations, des justificatifs de domicile, des éléments, un RIB par exemple, justificatif de revenus, voire même une signature manuscrite carrément. Donc voilà, ce sont tous ces éléments-là qu'on va pouvoir trouver facilement dès l'instant où on a accès à votre compte bancaire. Là, il s'agissait d'un compte bancaire. Donc voilà, ça c'est tous les éléments que je vous ai cités, donc tous les justificatifs qui peuvent vous être demandés pour poursuivre l'attaque. Et qu'on retrouve sur le darknet, bien évidemment, dans les données volées à des entreprises, que ce soit des cabinets d'expertise comptable, que ce soit des agences immobilières, des courtiers en financement immobilier, par exemple, à qui vous fournissez gentiment tous vos documents que vous leur envoyez en PDF sur une messagerie non sécurisée, parce qu'ils sont pas bien habitués à utiliser ce genre d'outils. Et en fait, on retrouve tous ces documents qui peuvent servir à usurper vos identités pour ouvrir des comptes bancaires, pour faire plein de choses pas sympas, en fait. Et alors, il vous est peut-être arrivé d'avoir besoin d'un extrait de naissance. C'est tout facile, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site. Hop. Voilà, vous allez sur le site, vous faites une démarche en ligne, pour vous ou pour une personne tierce, peut-être quelqu'un que vous avez une identité que Fabrice a usurpée. On voit qu'il faut le nom, le prénom, votre date de naissance. Tout ça, ce sont des données, on parle de données statiques, c'est-à-dire qu'elles ne changeront jamais. Vous êtes toujours né dans la même ville, vous êtes toujours né la même année, le même mois, le même jour, et ces données-là, vous ne les récupérerez jamais dès lors qu'elles sont volées. Donc elles sont extrêmement précieuses, faites très attention, parce que c'est facile d'obtenir un acte de naissance de Monsieur X ou Madame Y. Alors j'en ai pas fini avec Marc. Je vais revenir sur lui. En fait, là maintenant, j'aimerais prendre la main sur ses adresses mail. Et donc de tenter de contourner la MFA. Donc avec une de ces adresses email,
je vais simplement la rentrer sur un service de messagerie. Je vais faire mot de passe oublié et ça va me renvoyer la méthodologie de recovery de mot de passe ou de réinitialisation du mot de passe. Et là, je vois que sur le service que j'utilise là, ça me renvoie vers un numéro de téléphone qui se termine en 92. Vous allez me dire, vous avez que les 2 derniers digits, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire avec ça? Oui, mais en fait, dans les précédents résultats de recherche, ce numéro de téléphone qui se termine en 92, je l'avais. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je ne sais pas si je vais l'avoir là. Je ne crois pas. Peu importe. Et en fait, ce numéro de téléphone, à partir du moment où j'en dispose, je vais pouvoir identifier l'opérateur auprès duquel il est enregistré. Je vais aller sur le site de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. Je saisis les 6 premiers digits de ce numéro et ça va me renvoyer vers l'opérateur auprès duquel Marc est enregistré. Donc ensuite, j'ai plus qu'à aller sur le site de l'opérateur en question et tenter de me connecter. L'identifiant, c'est pas très compliqué, c'est le numéro de téléphone. Dans le pire des cas, c'est une adresse mail, mais si j'ai le numéro de téléphone, qu'est-ce que je vais aller chercher autre chose? Et les mots de passe, bah, j'en ai plusieurs. Donc je vais tous les tester jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà, je vous rappelle les mots de passe que j'avais. Hop. Voilà. Et une fois que j'ai réussi à ouvrir son compte client, bah, j'ai la main sur le contrat, je fais absolument ce que je veux, je peux même commander une nouvelle carte SIM. Et une fois que je commande cette carte SIM, je la fais envoyer à l'adresse de mon choix. Je vous rappelle, c'est moi le pirate, donc j'ai forcément une boîte postale quelque part, une boîte dormante qui va me servir à réceptionner des cartes SIM, des colis, peu importe. Et une fois que j'ai récupéré cette carte SIM, bah, je vais pouvoir réinitialiser tous les comptes, que ce soit du e-commerce, des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, sur lesquels pointe le compte. En fait, tous les comptes qui pointent sur le numéro de téléphone que j'ai utilisé. Voilà. Et donc, je vais récupérer les SMS qui vont me permettre de réinitialiser le mot de passe ou récupérer même des mots de passe provisoires, parce que je pense que vous avez dû en recevoir, ou vous en recevez de temps en temps. Il y a des plateformes qui vous envoient des mots de passe provisoires qui vous permettent de vous reconnecter, de reprendre la main sur votre compte et d'aller modifier votre mot de passe. Mais là, c'est moi le pirate, donc c'est moi qui vais réinitialiser votre mot de passe. Donc on est arrivé au bout de notre démo. Donc en gros, c'était simple finalement. On est passé via un compte LinkedIn simplement. Donc ça semble basique. On a utilisé un petit peu de technique, mais finalement ça nécessite pas un gros background technique et un peu de psychologie, mine de rien. Donc là, on a vu des aspects simples de la psychologie. Si vous avez envie de poursuivre la discussion, on sera en D42. Si vous voulez parler de psychologie, ça sera avec plaisir. Mais voilà, cette démonstration avait pour but de vous expliquer vraiment l'impact que peuvent avoir les données informatiques, les données personnelles que vous pouvez laisser. Donc le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est conscience, vigilance. Ce sont les mantras en cybersécurité. Donc faites extrêmement attention. 700 attaques d'ingénierie sociale ont lieu chaque année par organisation. Donc c'est une organisation. Aujourd'hui, c'était WISCase, mais demain, ça peut être vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et Eh bien, merci à vous pour cette présentation. Nous allons passer à la session questions-réponses. Je vais emprunter votre micro afin de pouvoir aller le passer à l'intérieur du public. Quelqu'un a-t-il une question? Oui. Nous avons environ 10 minutes devant nous. Nous avons le temps. Merci pour votre belle présentation qui aurait plein d'autres choses à dire. J'imagine tellement que le sujet est vaste. Madame, vous avez commencé votre présentation dans la 2e ou la 3e phrase. Vous avez indiqué que 20% des personnes sont victimes d'usurpation d'identité. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur par les personnes, parce que déjà les personnes, on peut partir de la population française, sachant qu'il y a à peu près 1/100 de la population qui a déclaré, 1/100 des victimes qui déclarent réellement d'être victimes auprès de la police ou de la gendarmerie, sachant que les outils de sécurité remontent plusieurs millions, même plusieurs dizaines de millions de victimes
et qui sont déjà en parfaite incohérence avec le nombre de victimes remontées par la police et la gendarmerie. Est-ce que ça ne serait pas plutôt 20% des victimes qui, par exemple, sur cybermalveillance, ont déclaré avoir été victimes, sont victimes d'usurpation d'identité? C'est la première question. Et la deuxième question, de quelle usurpation d'identité vous parlez? Parce que si je suis victime d'usurpation d'identité, soit c'est quelqu'un qui usurpe mon identité, soit c'est un attaquant qui va usurper l'identité de quelqu'un, d'une autorité ou de quelqu'un de confiance. Auquel cas, je suis aussi victime d'usurpation d'identité. Prenez la photo. Alors, vous me direz si je réponds à votre question, mais c'est bien une personne sur 5 victimes d'usurpation d'identité qui se sont déclarées. C'est comme pour tout. Dans la cybercriminalité, il y a le déclaré, il y a ce que l'on ne dit pas, etc. Là, ce sont des personnes qui ont été déclarées victimes et c'est des déclarations via des organismes de bancaires, etc. Les données viennent de Verizon, elles datent de 2022. Après cette précision sur la sur la méthodologie tout simplement de déclaration de ces piratages de comptes personnels, nous allons avoir l'opportunité de pouvoir poursuivre avec d'autres questions. Si chacun souhaite s'exprimer, nous avons du temps. Alors, pour ma part, j'aurais une question. J'ai vu qu'effectivement le process, ou on va dire le schéma d'introduction pour pouvoir avoir une donnée, puis ensuite une autre, et constituer une architecture d'environnement à la fois personnel, professionnel et économique, était un travail de fourmi qui à la fois se répondait sur un principe de ping-pong, sur des plateformes qui pouvaient recouvrir soit un aspect psychologique, je parle de la sphère d'amitié par exemple sur Facebook, ou encore un autre biais cognitif qui est le professionnel avec une plateforme comme LinkedIn. Pour les personnes qui souhaitent se défendre justement contre cette collecte multiple d'informations visant à infiltrer soit une organisation, soit leur propre compte pour une usurpation d'identité, quelles sont les méthodes que vous préconisez afin de se prémunir contre ce piratage à forme multiple? Voilà, la première des bonnes pratiques à mettre en œuvre, c'est d'en dire le moins possible sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est un bon début, parce que bien évidemment, quand on livre beaucoup d'informations aux réseaux sociaux, ces informations sont disponibles, soit via des piratages, quand les comptes sont bien configurés en termes de confidentialité, soit s'ils sont mal configurés, en fait, votre compte Facebook, n'importe qui sur la planète peut le consulter. Donc, en dire le moins possible. Vérifiez régulièrement les paramètres de confidentialité de vos différents comptes, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et ensuite, à la moindre alerte, au moindre message suspect, le moindre truc qui pourrait paraître anodin, mais qui vous paraît inhabituel, faut modifier vos mots de passe en fait. Alors c'est pas le remède à tout, mais c'est un bon début. Et puis ensuite, généralisation de la MFA. C'est pareil, c'est pas le remède à tout, je vous l'ai montré, mais c'est un bon début aussi. Et puis discrétion par rapport notamment à votre sphère privée, à vos centres d'intérêt, au sport que vous pratiquez, à vos enfants. On n'étale pas les photos de ses enfants sur Facebook, ou en tout cas pas en public, etc., etc.